avec les jeunes Transcan, la première événement communautaire en ligne. Ce soir, on va parler un peu plus spécifiquement auprès des expériences scolaires chez les jeunes trans et non-binaires. Donc, je voulais juste commencer par dire que la session va être enregistrée, mais pas les questions à la fin, donc seulement la présentation. Donc, c'est ça, on voulait juste vous mettre au courant, mais à part de ça, c'est tout ce qu'on a à dire au début. Je ne sais pas si on commence avec la question, puisqu'on est seulement une personne, ou on va commencer avec la présentation. Qu'est-ce que tu penses, Sandra? On peut commencer avec la présentation parce Parfait. que je enregistrais. Alors... Est-ce qu'on se présente? Oui, puis on peut se présenter absolument. Donc, moi, je suis Sébastien. Donc, je suis le travailleur social dans la clinique de diversité Uchio. Ça fait à peu près 8 ans que je travaille dans cette clinique-là. Donc, ça, c'est mon rôle. Puis ce soir, j'ai été recruté pour faire la présentation en français pour le CHIO. Donc, je vais laisser la parole aux autres à s'introduire aussi, s'ils veulent. Je suis Sandra Godovac. Je suis la coordinatrice du projet. Je m'excuse pour mon français. Oui, je suis anglophone, mais tu peux soumettre toutes vos questions en français et on va répondre en français. OK. Je suis Annie-Pauline Sansfaçon. Je suis professeure à l'École de travail social à l'Université de Montréal. Je suis co-chercheuse sur le projet Jeunes Transcan. Je suis aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants trans et leurs familles. Et je suis chercheuse principale pour un projet qui va côte à côte avec le projet Jeunes Transcan, dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure, qui s'appelle Stories of Care. Margaret? Je suis Margaret Lawson, une endocrinologue pédiatrique chez la clinique de la diversité des genres et co-chercheuse principale pour Jeunes Transcan. Excellent, merci. Oui, et on veut savoir un peu qui sont nos participants. Alors, c'est anonyme, mais on veut savoir les personnes qui nous joignent aujourd'hui. OK. Ça veut regarder que c'est les parents des jeunes trans ou non-binaires. Et ça, c'est excellent. C'est très important pour les parents de participer. Absolument. Donc, si vous avez des questions encore, si vous voyez au bas du Zoom, il y a un endroit où vous pouvez poser vos questions, puis on va essayer de répondre à ces questions-là à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, merci d'avoir nous joindre aujourd'hui pour cette présentation. On est très content de vous accueillir. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pendant cette présentation? C'est qu'on veut partager les informations qu'on a trouvées de ce projet. On veut vous présenter ça. Puis aussi, on veut vous présenter notre première infographique. Donc, vous allez avoir la chance de vraiment voir un infographique sur les expériences scolaires des jeunes trans et non-binaires. Puis aussi, un des objectifs aussi, c'est de répondre aux questions que vous avez peut-être au sujet de l'infographique et du projet en général aussi. Puis on s'est présenté, donc c'est bien. Donc, c'est quoi l'étude Jeunes Transcan? Donc, vraiment, c'est une grande recherche qui va examiner les résultats médicaux, sociaux et familiaux des jeunes trans et non binaires référés pour des bloqueurs de puberté ou des hormones. Puis, qu'est-ce qui est super intéressant de cette recherche, puis fantastique, c'est ça implique 10 cliniques à travers le Canada. Donc,
d'Halifax jusqu'à Vancouver. Puis c'est toutes des cliniques qui offrent des soins médicaux de confirmation de genre aux jeunes. Puis vraiment, c'est bien parce que ça englobe beaucoup du pays, donc c'est pas juste un endroit, donc c'est très bien. Donc, c'est qui fait partie des études de Jeunes TransCan? Donc, c'est des jeunes qui ont atteint la puberté. Donc, la majorité des jeunes ont de 10 à 15 ans. Ils ont été recrutés à leur premier rendez-vous médical pour les bloqueurs ou des hormones dans les cliniques. Donc, puis qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils vont être suivis pendant 2 ans dans leur parcours de soins médicaux et de confirmation de genre. Puis comment on a fait ça? C'est que les participants, ils vont remplir des sondages, puis aussi ils vont nous donner la permission d'obtenir des informations dans leur dossier médical. Puis vraiment, qu'est-ce qui est important dans ça, c'est qu'eux, ils nous ont donné la permission, puis c'est vraiment tout confidentiel, donc il n'y a pas d'informations qui étaient attachées à leurs dossiers médicaux qui font partie de cette recherche. Donc, c'est vraiment confidentiel. Donc, ça nous donne vraiment un portrait global de ce que ces jeunes passent à travers. Puis aussi, qu'est-ce qui est super bien, c'est que les jeunes peuvent également inviter un parent ou une personne responsable à participer à l'étude. Donc, c'est seulement un parent, mais ils peuvent les inviter à aussi répondre des sondages. Puis le recrutement des participants et des données de base ont été recueillis pendant quelques temps. Ça a commencé en septembre 2017 jusqu'à juin 2019. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations au sujet de l'étude Jeunes TransCan, plus approfondie et non seulement sur la partie scolaire qu'on va discuter aujourd'hui, vous pouvez visiter le site www.jeunestranscan.ca. Donc, c'est qui les participants dans cette recherche? Il y a eu 174 jeunes, donc c'est quand même un grand nombre de jeunes. L'âge moyen était de 13,8 ans, puis la variance était de 10 à 15 ans. Le genre, c'était 76 transmasculins, 16% transféminins, 8% non-binaires. Les origines étaient 19% autochtones, 6,5% minorités visibles, 74,5% étaient blancs et 24% étaient des familles immigrantes. Qu'est-ce qui est super pertinent de la présentation aujourd'hui, c'est que 100% des jeunes étaient inscrits à l'école. Donc, tous les jeunes dans l'étude étaient à partir de l'école d'une façon ou d'une autre. 92% allaient à une école publique, 5% allaient à une école privée, 3% étaient scolarisés à la maison et 13% allaient à une école affiliée à une religion. Donc, ça, c'est un peu le portrait des jeunes qui ont participé à l'étude. Il y a eu 160 parents ou personnes responsables qui ont participé. Puis, on va vous les décrire ici un peu. Donc, l'âge était de 31 à 63 ans. La majorité était des mamans. Donc, 76% étaient des mères biologiques, 8% des mères adoptives, car il y avait 11 pères biologiques qui ont participé. 1% des parents biologiques non-binaires. Aussi, il y avait 4 autres parents qui étaient pères adoptifs, famille d'accueil, beau-père, belle-mère, grands-parents et autres. Puis, on voulait aussi souligner qu'il y avait 16,2% de minorités sexuelles ou de genre qui ont participé aussi dans les parents. Donc, ça, c'est... Annie? Oui. Ouais. Je vais vous parler très rapidement du projet Récits de soins d'affirmation de genre, donc Stories of Gender Affirming Care. C'est un projet complémentaire au projet Jeunes TransCan. En fait, ces deux projets-là ont été développés en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de parler un petit peu de ça aujourd'hui. Et le projet, en fait, veut examiner les expériences des enfants et des jeunes trans et leurs familles qui ont accès aux soins d'affirmation de genre
pendant les stades prépubértaires, pubertaires, puis post-pubertaires du développement. Et on voulait particulièrement comprendre les motivations et les parcours de ces jeunes-là avant d'arriver à la clinique, les stratégies qu'ils utilisent pour exprimer ou gérer les expériences de dysphorie, puis naviguer les situations sociales et familiales. On voulait comprendre ce qui contribue à leur bien-être psychosocial puis à leur qualité de vie, puis leur expérience de soins puis les interventions médicales d'affirmation de genre. Évidemment, aujourd'hui, on ne parlera pas de tout ça, mais plus tard, on vous donnera des liens si vous voulez aller voir un peu plus. Je vais vous parler de données préliminaires, en fait, sur les expériences d'école. Donc, comment on a fait pour avoir cette donnée-là? C'est qu'on a recruté dans 3 cliniques médicales. Vous avez vu plutôt le graphique avec toutes les 10 cliniques médicales. Donc, 3 de ces cliniques médicales-là ont participé à l'étude qualitative. Donc, CHIO, Centre de santé Miraki à Montréal et le Centre de sciences de la santé à Winnipeg. Puis, on a mené 72 entretiens. Donc, c'est moins que pour l'analyse quantitative du projet Jeune Transcan, mais c'est quand même beaucoup pour une analyse où est-ce qu'on fait des entrevues qualitatives. On a rencontré 36 jeunes et on a rencontré 36 parents, mais il y a un parent qui est venu avec son conjoint ou sa conjointe, donc c'est pour ça qu'on a 37 parents tuteurs. Et parmi les jeunes, l'âge moyen était de 14,5 ans. Il y a 5 jeunes qui avaient entre 9 et 12 ans, donc c'est 14 de l'échantillon. 14 entre 13 et 15 ans, donc 39 17 jeunes âgés de 16 à 17 ans, donc 47 Et vous voyez, donc, ça nous a permis de vraiment comprendre différentes étapes du processus de ces jeunes-là. Et on a 21 personnes qui se sont identifiées plus sur le spectre transmasculin, 15 ont été plus sur le spectre transféminin et 3 personnes non-binaires. Et là, c'est des grandes catégories qu'on pourrait diviser en sous-catégories, mais là, pour la chose, on vous a présenté ça là, de façon plus simplifiée. Donc, voilà. Donc, vraiment rapidement, qu'est-ce qui affecte leur expérience à l'école, ces jeunes-là? Vous avez une petite citation ici à ma gauche qui dit, en fait, qui montre comment le jeune a pris du temps à avoir les services qu'il a besoin et surtout à l'école de se faire respecter et se faire accepter. Donc, mes professeurs, ils acceptent pas mal tout ça. Mes professeurs que j'avais l'année passée, quand j'ai croisé dans les corridors, ils me disaient « Allô, Jim ». Puis, même s'ils m'ont connue avant, mais ça ne les dérangeait pas. Il y a un psychologue à l'école, c'est lui qui a fait le club LGBT. Tout le temps, lui, je lui avais dit d'aller voir parce qu'il était super gentil. Donc, on voit ici, c'est quelqu'un qui a eu quand même beaucoup, beaucoup de soutien. Et on se rend compte dans la donnée qualitative que les jeunes qui ont accès à des toilettes ou des vestiaires non genrés ou des vestiaires qui correspondent, qui ont accès aux toilettes qui correspondent à leur genre ressenti, vont beaucoup mieux. Et contrairement à ça, ceux qui n'ont pas accès à ça nous disent que ça nuit vraiment à leur bien-être et à leur expérience dans l'école. Aussi, le fait d'avoir des personnes et des camarades de classe qui utilisent les bons pronoms, les bons noms. On voit souvent que c'est les personnes qui travaillent à l'école qui ont beaucoup plus de difficultés sur les papiers d'école. Le personnel, les professeurs qui prend la défense des jeunes contre la transphobie, donc ceux qui font de la défense de droit, et ceux qui accommodent les jeunes pour le sport et pour les uniformes. Encore une fois, on voit que les jeunes qui ont accès à des écoles qui n'ont pas d'uniforme ou qui permettent d'utiliser l'uniforme qui leur convient mieux, trouvent que c'est vraiment facilitant leur expérience, évidemment. Et ceux qui n'ont pas accès à ça, ça les affecte négativement. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que ça nous amène à un manque de soutien. Et tout ça, ça entraîne des conséquences sur l'expérience globale des jeunes. Donc, on a vu qu'il y a des jeunes qui ont eu à changer d'école. On a des jeunes qui n'utilisent pas les toilettes. On a des jeunes qui vont vivre beaucoup plus d'expériences de dysphorie. On a des jeunes qui vont vivre beaucoup plus d'anxiété. Donc, ce qu'on voit dans notre donnée, c'est que de ne pas avoir des endroits inclusifs mène à des conséquences négatives. Et là, j'ai mis une citation qui parle « J'utilise pas les toilettes ». Bien, pratiquement pas les toilettes dans le sens vu que justement, on est allé voir la directrice pour m'en informer et qu'elle voulait, pas qu'elle voulait être méchante, mais elle m'a interdit d'utiliser celle des filles à cause de mes papiers. Donc, on a un jeune ici qui pouvait pas, une jeune qui ne pouvait pas utiliser les toilettes parce que ses papiers ne correspondaient pas à son identité de genre affirmée. Donc, c'est très problématique. Donc, c'est encore difficile pour plusieurs jeunes dans les écoles. Et donc, si vous voulez continuer à avoir un petit peu plus d'informations sur cette partie qualitative-là, vous avez un lien pour le site jeunetranscan.ca, Research, Récits de soins, et vous allez pouvoir lire un petit peu plus de données là-dessus. Je vous invite à aller voir, il y a des données très intéressantes. Seb? Merci, Annie. C'est très bien. Ça a un bon lien avec les prochaines
diapo. Donc, voici la première infographie qu'on a. Donc, vous pouvez l'obtenir sur le site ici qu'on vous donne, sur Jeunes Transcan. J'anticipe que vous pouvez probablement pas vraiment lire les données sur cette page, car c'est un peu petit. Donc, ça va être disponible pour vous sur les interwebs à mieux lire. Donc, c'est le site. Puis, il est disponible maintenant. Donc, on va commencer à parler un peu des expériences scolaires, donc les absences scolaires plus spécifiquement. Donc, 10% des jeunes ont manqué deux semaines ou plus d'école en lien avec leur genre. Ça, c'est en raison de santé mentale, l'harcèlement ou l'agression, la révélation de son identité de genre contre son gré et même le mégenrement, de se faire mégenrer. Donc, c'est des citations encore un peu, je trouve que ça aide vraiment beaucoup à donner du contexte, à vraiment voir qu'est-ce que les jeunes pensent à travers. Donc ici, je vais les lire. J'étais mégenrée à l'école, j'avais des crises d'anxiété. Une autre personne a dit, une étudiante transphobe dans ma classe m'a agressée physiquement, puis les enseignantes ont pris la défense de l'étudiante transphobe. Une autre étudiante a dit « Quand j'ai fait mon coming out pour la première fois, je ne voulais pas aller à l'école car j'avais peur de ce que les enfants allaient dire. Les enseignantes avaient déjà dit aux enfants quels étaient mes nouveaux pronoms. » Donc, c'est vraiment juste pour démontrer un peu qu'est-ce que la réalité de certains jeunes dans les écoles. Donc, ici, on voulait parler un peu plus de changer d'école puis l'intervention des parents. Donc, c'est quand même assez des grands chiffres. 14% des jeunes ont dû changer d'école parce que les autres avaient un problème avec leur genre, car 28% ils l'ont considéré. Donc, c'est quand même assez des grands nombres. Donc, c'est concernant. Puis 40% des familles ont eu à intervenir auprès de les écoles pour des questions d'identité de genre. Puis ça, je peux attester de ça. Je travaille souvent avec des parents que vraiment, il faut qu'ils appellent les écoles, qui parlent avec des professeurs pour faire certain que leur jeune est bien respecté. Donc, il y a beaucoup de travail que les parents font. Puis ça peut être beaucoup taxant aussi. Là, donc, c'est bien qu'ils ont des alliés. Donc, on va continuer avec l'expérience scolaire, les soutiens des enseignantes et des camarades de classe. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont bien, puis c'est positif à voir que 98% disent que leurs enseignants et enseignantes soutiennent assez ou beaucoup leur identité ou expression de genre, je devrais dire. Car 93% disent que les camarades de classe soutiennent assez ou beaucoup leur identité et expression de genre aussi. Donc, ça, c'est quand même des bons chiffres, puis c'est bien à voir qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Donc, ici, c'est l'appartenance à l'école. Donc, 92% se sentent que l'enseignant enseignante les traite équitablement. Ça, c'est bien. 92%, c'est un bon chiffre. Mais ici, peut-être où il y a besoin un peu plus de travail, c'est que 70% sont d'accord qu'elles ont un sentiment d'appartenance à leur école. Et 68% sont d'accord qu'ils se sentent proches des gens de leur école. Donc, le sentiment d'appartenance est peut-être aussi là que le sentiment de soutien. Donc, ouais. Donc, ici, c'est la sécurité à l'école. Puis un peu comme Annie a parlé plus tôt, c'est que les jeunes se sentent sécures. Puis ces chiffres ici supportent qu'est-ce qu'elle nous parlait de. Je vais commencer un peu plus avec le positif. Que 81% des étudiants sont d'accord qu'ils se sentent en sécurité à l'école. Donc, 93% à la bibliothèque. Puis 88 en salle de classe, car 63% évitent les vestiaires scolaires et les toilettes à l'école. Donc, les toilettes, 47% se sentent en sécurité, car les vestiaires, il y a seulement 33% qui se sentent en sécurité. Donc, c'est vraiment des endroits où on a besoin vraiment à travailler avec les écoles pour que les étudiants se sentent plus sécures, parce que ça crée un environnement ça n'aide pas à l'éducation du tout. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est vraiment peut-être les extrêmes où les jeunes se sentaient très sécures et
qu'ils ne se sentaient pas sécures. Ici, c'est plus dans le milieu, on va dire. Donc, dans les couloirs, les escaliers, 79% se sentent sécures. Se rendre à l'école et à revenir, c'est 76%. À l'intérieur de l'école, c'est 74%. Puis à la cafétéria, c'est 70%. Donc, c'est bien, mais ça a encore besoin d'un peu de travail. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment dans le milieu de se sentir en sécurité, de ne pas se sentir en sécurité. Donc, ce qui est à venir pour Jeunes TransCan. Donc, il va y avoir plus d'infographie. Donc, la prochaine soirée serait au sujet sur le soutien des parents. Puis, il va y avoir d'autres sujets au mois à venir. Donc, prenez attention aux médias sociaux, puis le site web de Jeunes TransCan. Puis, vous allez être capable de voir c'est quoi les prochains sujets qui vont être abordés, puis vraiment avoir une idée si c'est des choses qui vous intéressent ou qui ne vous intéressent pas à aller. Puis aussi, il y a des articles académiques qui s'en viennent. Un, c'est les caractéristiques des jeunes, donc la sociodémographie, la santé, le contexte social, résultats des premiers rendez-vous. Un autre article, c'est sur les expériences des parents, des personnes responsables. Puis on a d'autres sur les voies, les soins de confirmation de genre, puis aussi sur les mesures pour détresse de genre et positivité de genre. Donc, c'est des choses à garder un œil dessus parce que c'est des articles quand même assez intéressants. Puis ils vont fournir beaucoup de très bonnes informations pour la communauté, si vous travaillez ou si vous êtes des parents, pour tout le monde. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter le site en bas ici, donc www.jeunetranscan.ca. Contactez-nous si vous avez d'autres questions à ce sujet. Donc, finalement, on veut remercier tous les participants. Je ne vais pas nommer toutes les personnes, c'est quand même assez une grande liste, mais je pense que le plus important à remercier, c'est les parents et les jeunes qui ont participé à la recherche pour nous donner leur temps, puis vraiment de nous donner l'opportunité d'apprendre à mieux les connaître, puis comment mieux les supporter. Puis voici tous les logos. Donc, ouais, je pense qu'on va ouvrir pour des questions, c'est ça? Oui, on a quelques questions sur... Oh oui, tout sera disponible sur notre site web. Et est-ce que les résultats de cette étude vont être partagés aux écoles? C'est une bonne question. Ça, j'ai pas la réponse. Margaret, peut-être. Are the results going to be given in schools? Je peux répondre un peu. Excuse un peu mon français. Mais un bout de cette infographie